ce qu'on va présenter, c'est un travail qu'on mène ensemble, mais on a un peu divisé disons, les enjeux en deux. Donc, je vais commencer par faire une série de constats sur la recherche contemporaine, discuter un peu des effets de la pandémie, puis ensuite, bon, Cassidy va entrer dans une autre série d'enjeux qui sont les enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, on ne va pas vraiment répondre directement là, à ce que je vais présenter, mais donc y aller de façon un peu orthogonale. Donc, commence par quelques constats là, sur l'évaluation de la recherche, la croissance de l'anglais, puis un peu le déclin des langues qui ne sont pas l'anglais, la concentration de l'édition savante. Puis là, on va aller voir les effets de la pandémie sur les revues nationales, sur les modes d'évaluation des chercheurs, puis sur l'ouverture aux données, aux évaluations, etc., là, qui est un des enjeux qui était quand même pas mal discuté là, depuis le début de la pandémie, ici au Québec, mais à l'échelle internationale. Donc, la publication savante, c'est de plus en plus important dans la carrière des chercheurs. Historiquement, un chercheur qui ne publie pas, c'est encore considéré comme un chercheur. Aujourd'hui, un chercheur qui ne publie pas, on va considérer que bon, c'est un chercheur qui n'est peut-être pas si actif que ça. Fait que la publication est vraiment passée d'un indicateur de découverte, c'est-à-dire qu'on publie quand on découvre quelque chose, un indicateur d'activité. Un labo, un chercheur ne peut pas se permettre d'être absent sur le front de la publication pendant quelques années. On peut contraster ça avec le cas de Peter Higgs, qui est bien connu, créateur, si vous voulez, théoriquement, là, du boson de Higgs, qui a publié son dernier article en 1979. Hein. Il disait, bon, moi, j'ai plus rien à dire, ça ne me donne rien de publier puis d'ajouter au bruit qui existe dans la communauté scientifique. Ça nous rappelle d'une façon quand même assez importante qu'on ne gagne pas le Nobel ou on ne guérit pas la COVID par son... Je suis de retour, vous me voyez, ça marche? Ouais, ça a coupé, tabarnak. OK. Je repartage. Puis là, je touche à rien. Donc, ça nous rappelle qu'en gros, on ne gagne pas la COVID, on ne gagne pas la COVID, on ne gagne pas le Nobel à cause de notre nombre d'articles. Et donc, le contexte qui explique tout ça, c'est la croissance des évaluations quantitatives de l'activité de recherche qui sont basées sur des publications. Et là, il y a d'importantes différences entre les pays. Il y a des pays où on va se servir des mesures quantitatives comme étant la seule à peu près évaluation que les chercheurs vont avoir. C'est le cas, entre autres, historiquement de la Chine. Et là, je vous présente un résultat qui a été obtenu par un de mes postdocs sur les primes à la publication. En Chine, vous allez avoir des primes salariales qui sont directement associées aux facteurs d'impact des revues dans lesquelles vous publiez. Et donc, ça, c'est de l'argent qui s'ajoute à votre salaire de chercheur et c'est des montants qui sont substantiels. Donc, si vous publiez un article dans Science et Nature, dans certaines universités chinoises, on parle d'environ 150 000 US que vous allez obtenir. En sachant que le salaire moyen d'un prof en Chine, c'est autour de 40 000 on voit que c'est des montants là, qui sont vraiment substantiels. Et donc, tout ça amène évidemment une série d'effets pervers. Et on va le voir tantôt que le gouvernement chinois a réalisé, à cause de la crise de la COVID, que c'était un peu insoutenable comme système. Donc, ça, on a un système extrême, si vous voulez, de mesures bibliométriques qui remplace l'évaluation par les pairs, mais dans d'autres pays qu'on va considérer comme étant très progressistes, que ce soit le Danemark, la Suède, la Norvège, il y a des primes à la publication qui sont juste un peu moins substantielles. On va parler de quelques milliers de dollars en fonction des revues où on va publier. Tout ça est évidemment indissociable des classements d'université. Pourquoi veut-on que nos chercheurs publient? C'est parce que ça nous permet d'être plus visibles dans les classements d'université. Et donc, tout le système est un peu intégré. Si vous voulez vous publier, ça fait augmenter le classement d'institutions, on vous donne de l'argent. Tout ça est peut-être bon individuellement, mais on a réalisé dernièrement que c'est peut-être pas si bon que ça collectivement. Donc, prime à la publication. Autre conséquence, si vous voulez, de cette pression à publier, c'est que les chercheurs publient plus. Ça, c'est une analyse qu'on a fait il y a quelques années avec un collègue, Daniel Fanelli, pour voir si les chercheurs publiaient plus en début de carrière. On voit que c'est le cas dans toutes les disciplines. Les CV sont plus longs. Puis on socialise les étudiants à la publication à un jeune âge. Vous êtes un étudiant de maîtrise, on va vous demander de publier. Vous êtes un étudiant de doc, on va vous demander de publier. Donc, il y a une inflation globale de tout ça qui est expliquée en grande partie par ces pressions-là à publier. Publier, ce n'est pas tout.
les langues ont un immense effet et on a des données là-dessus globalement. Là. Donc, en bleu, vous avez la mer d'articles en anglais, puis bon, dans les autres couleurs, ce qui est publié dans d'autres langues. Puis ça, c'est pour ceux qui connaissent les données. Ce n'est pas basé sur le Web of Science, qui est un biais anglophone. C'est basé sur la base de données Dimensions, qui est une base de données qui couvre en fait tous les articles qui ont un DOI. Donc, on parle de plus de 5 millions d'articles annuellement. Donc, tous les articles d'érudits sont indexés, tous les articles d'Open Edition en France, CERN. Donc, c'est vraiment une base de données qui est globale puis qui nous donne, disons, un peu plus l'heure juste sur la place du français en sciences et puis de la place des autres langues, évidemment, et qui nous donne des données à l'échelle des institutions qui sont quand même assez intéressantes. Donc, j'ai sorti quelques chiffres pour les universités canadiennes et particulièrement québécoises. À gauche, évidemment, là, vous avez les données au cours des dernières années, où, évidemment, bon, Concordia, l'Université de l'Alberta, UBC, c'est à peu près 100% en anglais. Même chose pour McGill. L'Université de Montréal, l'Université Laval, bon, un peu moins d'anglais. Moncton en a pas mal plus, mais ce qui est frappant, c'est comment les choses ont évolué. Donc, à droite, vous avez la proportion d'articles en anglais pour, disons, certaines de nos universités. À l'UQAM, c'était 90% en français. On est rendu à 95% en anglais. À l'Université de Montréal, bon, il y a toujours eu un peu plus d'activités scientifiques en sciences. On était déjà dans les années 60-70 à 60% d'articles en anglais. Là, aujourd'hui, on est encore là à 95%. Donc, il y a vraiment eu une convergence vers l'anglais qui est plus forte en sciences qu'en sciences sociales, mais qui se produit encore aujourd'hui en sciences sociales. Là, on va voir avec la pandémie un peu ce que c'est venu changer, à tout le moins symboliquement, dans certains pays. Consolidation de l'édition savante. Puis ça, c'est un peu pour parler de libre accès. Et ça, je vais passer rapidement, c'est des données que certains d'entre vous doivent connaître déjà. L'édition savante, on le sait, appartient à des grands éditeurs commerciaux. Donc, historiquement, on avait des revues indépendantes. À partir de la fin des années 90, ils ont à peu près tout été achetés par Elsevier, Springer, Wiley. Et donc, en sciences, aujourd'hui, c'est le panel de gauche, vous avez 3 éditeurs commerciaux qui contrôlent la moitié du marché. En sciences sociales et humaines, vous en avez 5 qui contrôlent la moitié du marché. Et donc, peuvent décider d'ouvrir leurs articles en libre accès ou pas en fonction de leurs propres intérêts, ultimement. Indépendamment de ça, il y a quand même une tendance lourde vers le libre accès. Donc, le libre accès étant entendu comme des articles qui sont disponibles gratuitement en ligne pour le lecteur. Des fois, ça a un coût pour les auteurs, des fois, ça n'en a pas. Mais ce qu'il faut retenir avec cette figure-là, c'est qu'il y a déjà une tendance lourde qui est affectée, on va le voir, par l'épidémie, parce que certains organismes subventionnaires ont mis en place. Il faut retenir qu'on est déjà à peu près à un article sur 2 qui est ouvert, que ce soit encore là parce que les auteurs ont déposé une prépublication sur leur site web ou parce que la version finale se retrouve sur le site de la revue d'une façon un peu plus formelle. Donc, ayant fait un peu ces constats-là sur la recherche contemporaine pré-COVID, regardons ce qui a un peu été changé. Le premier élément, et c'est à mon avis peut-être le plus crucial, c'est sur la revalorisation de la recherche et particulièrement de la diffusion nationale. Et là, il faut revenir à la fin de 2019. Quand il y a les premiers cas de ce coronavirus bizarre-là à Wuhan, que fait le gouvernement chinois? Bien, il envoie 6 chercheurs de l'Académie des sciences de Chine à Wuhan pour essayer d'un peu comprendre ce que c'est, isoler le virus, etc. Compte tenu des pressions à publier qui existent dans le système chinois et des incitatifs qui existent dans leur système, qu'ont fait l'équipe de chercheurs chinois de l'Académie des sciences de Chine? Ils ont écrit un article en anglais qu'ils ont soumis au New England Journal of Medicine. Parce qu'écoute, c'est ça qu'on les a drillés à faire depuis des décennies. Et donc, en conséquence, ça a eu des délais de diffusion à l'intérieur de la Chine. Donc, le gouvernement chinois a dit, bon, écoutez, on est en train de travailler contre nos intérêts nationaux en forçant cette diffusion-là à l'extérieur. Et donc, très, très, très rapidement, ils ont mis en place 2 politiques qui avaient ultimement le même but. Une première, c'est que la recherche financée par les organismes subventionnaires doit être publiée de l'ordre d'à peu près 20-25% dans des revues nationales chinoises. Donc, il y a une responsabilité que l'on met sur les épaules du chercheur via les organismes subventionnaires à diffuser dans les revues nationales.
Puis, ils ont aussi réalisé, on dit, bien, Chris, on n'en a plus de revue nationale parce qu'on a demandé à nos chercheurs de publier dans des revues internationales. Et donc, ils ont mis en place un nouveau programme subventionnaire. C'est un organisme subventionnaire qui est en dormance pour financer des nouveaux véhicules de diffusion des connaissances en chinois. Et donc, ils ont un peu arrimé deux politiques qui vont avoir évidemment des effets sur le multilinguisme de la diffusion des connaissances. Là, historiquement, nous, on se dit ce qui est important, on va le lire en anglais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Si vous appreniez la chimie à l'Université Laval dans les années 50-60, il fallait que vous appreniez l'allemand parce qu'il y avait de la littérature qui était juste écrite en allemand. Puis, pour être capable de la comprendre, il fallait en lire un minimum. C'est devenu un peu une convergence vers l'anglais, mais on va peut-être revenir en arrière où on n'aura pas le choix d'apprendre cette autre langue-là qui est le chinois, puis peut-être d'autres langues aussi, ou avoir de meilleurs systèmes, puis c'est peut-être ce qui est un peu plus plausible, de traduction automatique des manuscrits, soit de la part des Chinois ou soit de notre côté. L'autre élément qui est extrêmement crucial dans le cas de la Chine, c'est qu'ils ont également rendu illégales les primes à la publication. Donc, ce qui était au cœur du système, puis on peut dire des revenus des chercheurs, est maintenant rendu impossible à faire. Donc, on a arrêté cette politique-là, et là, on a un peu changé ça en disant, bon, bien, ce qui va être un critère de qualité, bien, ça va être le fait que les articles sont ouverts. Donc, l'ouverture, intrinsèquement, devient un marqueur de qualité. Plutôt que d'avoir l'imprimatur de la revue comme étant le marqueur de prestige, bien, le fait que ce soit ouvert et disponible, et peut-être même, on pourrait dire, potentiellement transférable en politique et en politique de santé publique, bien, devient quelque chose qui est intrinsèquement bon. Et ça nous fait nous poser la question un peu, qu'est-ce que c'est que de la bonne recherche? Hein? Depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est le nom de la revue qui nous donne le marqueur de ce que c'est de la recherche, à tout le moins du point de vue général, mais bon, il y a d'autres marqueurs qui sont, en toute probabilité, beaucoup plus importants. Deuxième élément que je veux mentionner maintenant, on va sortir du cas chinois, c'est la question de l'ouverture de la littérature scientifique. Dès février, on réalise collectivement que la science fait partie de la solution à cette pandémie-là. Et là, qu'ont fait les éditeurs commerciaux, qui, on l'a vu, là, possèdent la majeure partie de la littérature, ils ont dit, bien, écoutez, on va ouvrir notre littérature, on va prendre nos articles qui étaient sous ce qu'on appelle en anglais un paywall, un mur, et puis on va les ouvrir. Et évidemment, il y avait, en faisant ça, ils ont voulu se placer un peu du bon côté de l'histoire en ayant l'air d'être des bons citoyens corporatistes, ou corporatifs, pardon. Mais évidemment, assez rapidement, ils ont fermé leurs articles. Donc, autrement dit, ils les ont ouverts pendant un certain temps. Puis là, quand ils ont réalisé que bon, l'épidémie ne serait pas quelque chose qui durerait quelques semaines, mais qui durerait plusieurs mois, voire plusieurs années, bien, ces articles-là ont été refermés assez rapidement. Donc, ça a été un peu un épiphénomène là, chez les éditeurs commerciaux. On a également poussé beaucoup l'ouverture aux données. On l'a vu avec la controverse de l'article publié dans The Lancet, où les données provenaient d'une firme privée qui s'appelait Sugimoto. Et là, bon, on n'a pas voulu partager les données. Et là, je vais présenter quelques résultats empiriques là-dessus. Donc, le Wellcome Trust et certaines autres organisations ont vraiment poussé cette ouverture-là en disant, bon, ça fait partie de la solution à notre épidémie. Et donc, on est allé voir avec Cassidy, mais également avec d'autres collègues, si effectivement les articles sur le coronavirus avaient leurs données ouvertes. Donc, est-ce qu'on a vraiment suivi ces enseignements-là? Et ce que l'on voit, c'est que, bon, les articles sur la COVID ont un peu plus de données ouvertes, mais c'est très faible dans l'ensemble. Et la plupart des articles, en fait, ont ce qu'on appelle avaient une conditional availability. Donc, on rend ces données-là disponibles sous condition, ce qui veut donc dire que ça demande du travail pour les autres chercheurs avant d'obtenir les données. Donc, on n'est pas transparent, on ne fournit pas les données directement avec l'article, mais il y a certaines étapes supplémentaires à faire. Et ce que nous ont montré d'autres analyses empiriques qui ne sont pas les nôtres, c'est que si on donne une adresse courriel en disant « écrivez-nous pour avoir les données », bien, il y a un cas sur deux où les données ne seront jamais envoyées aux chercheurs. Donc, il n'y a pas vraiment plus d'ouverture aux données. Autre élément extrêmement intéressant, c'est les nouvelles formes d'évaluation par les pairs qui ont émergé. Compte tenu de la
rapidité avec laquelle on avait besoin des résultats pour alimenter à la fois les politiques publiques, mais les activités de recherche en cours, il y a eu bon nombre d'articles qui ont été soumis sous forme de prépublications qui ont été en croissance. Donc, les serveurs de prépublication ont augmenté en volume de façon exponentielle, mais ce qui voulait donc dire que ce qui circulait, c'était à la fois des articles non évalués et des articles qui avaient été évalués par les pairs. Évidemment, on a vu des mauvais preprints publiés, mais on a aussi vu des articles évalués par les pairs qui sont avérés faux et des preprints qui, évidemment, se sont avérés vrais parce que, bon, on sait très bien que l'évaluation par les pairs, ce n'est pas binaire, ça ne fait pas passer un résultat de faux à vrai après l'évaluation. Mais on a aussi vu une quantité d'évaluations très importantes qui sont faites sur les médias sociaux, où il y a des chercheurs comme Carl Beckstrom à l'Université de Washington, puis bon, certains autres, là, dont le nom m'échappe, qui ont passé leur journée pendant les premiers mois de l'épidémie à éplucher des preprints, puis à en faire une critique publique qui s'est avérée très utile, beaucoup plus efficace, en fait, que les évaluations par les pairs fermées. Donc, moi qui ai toujours été plutôt critique de la place des médias sociaux dans la diffusion des connaissances, on a vraiment vu un usage de Twitter qui était très utile pour la communauté scientifique et où l'évaluation était faite en temps réel. Je poursuis rapidement là, pour laisser du temps à Cassidy. Donc, croissance des preprints, je l'ai mentionné. Autre élément que je veux mentionner, c'est également l'accélération de la croissance du libre accès. Donc, malgré le fait que les éditeurs commerciaux ont été un peu, je vais le dire, là, hypocrites et comment dire, opportunistes dans leur diffusion en libre accès, on a vu que bon nombre de chercheurs qui ont décidé de faire maintenant un usage des prépublications, donc de soumettre leurs articles dès qu'ils sont terminés sur les serveurs de prépublication, ce qui est une forme d'ouverture qui est tout à fait légitime et qui je l'espère, va se poursuivre dans l'ère post-COVID si on y arrive un jour. Donc là-dessus, je cède la parole à Cassidy. C'est à toi. Thank you. And with apologies for switching to English and acknowledging the irony of doing it after Vincent presents on language deterioration and lingua franca. So I'm going to turn a little bit and look at what Vincent has presented in terms of preprints and look at it at the intersection of gender. So for the last 7 years or so, Vincent and I have been looking at gender disparities in science using authorships as one indicator of those gender disparities. So what you see here is the proportion of male to female authorships by country. And the bluer the country, the more male dominated, and the oranger, the more female dominated. And as you can see, it's a pretty blue world. You may be straining your eyes to see those few orange countries that we have, but most of those actually have very small amounts of publication, less than 50 in many cases. There are only about 12 countries that have a sizable number of papers and also have female dominance. Those countries are exemplified by brain drain, by usually the loss of men in those countries. In fact, in a regression that we did where we threw in all of the variables that we could, the best predictor of female prominence in a country was male mortality. So that's not a very actionable policy recommendation that one can make from these data. Go on, Vincent. So of course you may say, well, that's probably the dominance of certain disciplines that we see going in different countries. But what we see is that there's male dominance across most of the disciplines. So particularly in math and physics, we get a few more women in the biomedical sciences, but by the time we hit the humanities, we're back to male-dominated fields again. The only fields where we see females in high numbers are our care-related disciplines, nursing, social work, education, librarianship, things that are associated with notions of domesticity, which I think is really important as we sort of move on through this presentation. Next slide. So at one point, we sort of did a back of the napkin kind of mapping out. So this is not a strong, robust prediction model, but we just wanted to see if we just followed the progression of women increasing in authorships over time, when would we hit parity? And I have to squint a little bit to see, but those lines are going up slightly. And if we plot those out till parity, we would see that psychology will hit parity within the next few years. And then we get the professional fields and the social sciences. And somewhere around 22, 28, we see parity in physics, and mathematics will hit it in 2250. So if we allow this situation to just organically
fix itself and self-correct. That's the kind of timeline we were looking for. That was before the pandemic hit. And the pandemic has definitely thrown a turn and a shift in some of these projection models. So I want to go back a couple years first before we hit the pandemic to a survey that we started in 2018. And what we looked at here was we took a large swath of scientists who have published in Web of Science, and we received about 17,000 responses. We matched those with complete publication histories in Web of Science to see their entire history of work, all of their publications and citations. And what we were trying to understand here is how these publishing scientists were engaged in caregiving responsibilities. So all 10,000 of these individuals had some caregiving responsibilities that they identified. Now it's skewed slightly more female than you would expect from that blue map, but it was about 60-40% female to male respondents. So it gives us a pretty good understanding of parenting responsibilities, not just motherhood. So we asked them some simple questions to self-identify whether they were the primary caregiver or whether they were sharing caregiving, either with a partner or another caregiver, or if they were in a satellite role, that is, someone else was the primary caregiver. You go to the next slide, Vincent. And slightly surprisingly for me, we found that both female and male scientists, the plurality of respondents said that they were in shared parenting roles. That is, that there was equal parenting obligations with them and their partner. Now, all of these, I should say, were in heterosexual relationships. We only, I think, had less than a dozen. It was really a handful of non-heterosexual partnerships. So when we talk about this here, it is always a male and female relationship that we've identified in these data. Now, perhaps not surprisingly, women were significantly more likely to be in lead or primary caregiving and men in satellite, but it was really the dual and shared parenting that interested me. So the next thing that we looked at was how much time they engaged in their caregiving responsibilities. So we said, all right, what time of day are you the primary parent? The weekdays, in the morning, during the school day, in the afternoon, at weekends. And across all categories, women were more likely to be a primary caregiver. So we thought something isn't lining up here. So we asked another set of dozens of different activities. What kind of activities are you engaged in? Do you do the grocery shopping? Do you plan the birthday parties? Are you doing the extracurriculars? And across all of them, women were more likely to be doing all of those activities, with the exception of one. Can anyone guess what that might be? Coaching sporting events. So men are really putting out a lot of that shared parenting labor to make sure that their kids can be athletes. So that's important. I'm not downplaying the athleticism of our children in the future generation, but it definitely demonstrated that their perceptions of shared parenting didn't map onto the actual time obligation of parenting. Now, the most interesting category for us were actually dual parents. So we weren't able to match couples within the survey, but we asked people the occupation of their partner. So for a subsample, and a rather sizable subsample, we were able to grab people who stated that their partner was also an academic. So for these males and females who said that they had an academic and that they shared parenting, we asked these simple questions. Does your partner take on the majority of childcare so you can focus on your career, or do you take on the majority of childcare so your partner can focus on their career? And invariably what we see is men say, my partner is taking on the majority of childcare so I can focus on my career. And the women are saying, I'm taking on the majority of childcare so my partner can focus on their career. Now, for us, this was fascinating because the labor expectations should be the same. This is not a situation in which one partner is in industry and another is an academic. One person is a stay-at-home mother and the other one is an academic. But these are places where labor expectations should be the same. Yet women are disproportionately engaged in caregiving responsibilities, even when they have the same labor expectations. Now, as you can imagine, there is a penalty to that. So the parenting penalty that we looked at in terms of both production and impact, and it goes as you might expect. If you are a lead parenting, you suffer a disproportionate penalty in the production of scientific articles. That moves slightly up at dual parenting, and you actually benefit from being a satellite parent. But what you can see between those red and blue bars is the disparity between men and women, particularly in those dual and satellite roles, suggesting that women are seeing a disproportionate penalty for parenting when they are stating that they are in these shared or in satellite roles. And what our data suggests is they're actually doing a lot more engagement and time engagement with their children than their partner. Now, one of the things that we've seen a lot during the pandemic, and we can get back to this, is that many
institutions have jumped to saying our solution for the pandemic is we are going to do extended leaves of absence. We are going to extend the tenure clock. We're going to allow people to move outside of the space. But what we found is there was also a parenting penalty for the extension of a leave. The longer one's parental leave was for men or for women, the lower their productivity after an initial bump. Taking no leave was actually fairly bad for your productivity. But as your leave increased, your productivity decreased. And so what we see is removing people from the lab, from the scientific network, actually has a negative effect on their productivity. And in terms of the impact, I'll just give you sort of the outtakes from the regression. Here are things that are really good for increasing your citation impact. Be a man, take a short parental leave, have your partner coordinate all play dates, don't celebrate holidays or be religious, and travel. So be away from your children as much as possible. And that's going to increase your citation impact. The things that are going to lower it are having more than 2 kids. Terrible idea. Don't take a long parental leave. Don't be a primary caregiver. Don't help your kids with their school projects, or any variable that essentially identified you had very young children, drop-offs at nursery school, feeding, putting kids to bed, bedtime stories, those kinds of things. Now, the argument here, of course, is not that people doing those things have higher or lower quality. It is that their visibility to the academic community is changed and diminished. If you are at home taking care of your children, you are not at conferences, you're not doing speaking engagements, you're not publishing as much, you're not as visible to the scientific community, and therefore we can expect your citation impact to go down. So I give all of this as a lead in to the pandemic. So we were writing this up in January, and then the pandemic hit. And as we saw children en masse come home to do online schooling, our first thought was, what will this effect be for women? We've already seen that they're disproportionately responsible for caregiving opportunities. And what we saw in our data too was they were particularly responsible for what I would label exogenous shocks in the system. So a birthday party, they were much more responsible than something that was regularly occurring each week, like driving or drop-offs to school or pickups from school. So women were the default parent. If something hits that is not expected, women are expected to pick up that. The pandemic was an exogenous shock. And women indeed, has been shown by several surveys that have come out, are bearing a disproportionate burden of dealing with that exogenous shock in terms of caregiving, both for their children, elder care, and extended family. So together with Vincent, one of his postdocs, we set up an app to take all of those preprints that Vincent talked about and to grab from dozens of preprint repositories and also registered reports to see what kind of research was happening now. What were people sort of publishing and putting out? And could we see any effects of the pandemic on the proportion of women who were publishing? So one of the interesting things that we found was focusing on first authorships. Now, our levels in archive were fairly stable across the pandemic. We saw no real changes. That already has a very low proportion of female authors. But in biomed is where we saw the biggest drop, and that drop was observed for our first authors. Those are our junior authors, our younger authors, our postdocs, and our doctoral students. And what we saw inversely was a rise in women in middle authorships, which suggests as they stepped back from their responsibilities, they were kept on the paper, but moved to that middle authorship position, which doesn't give them as much credit, particularly in the biomedical sciences. We saw a small dip for last authors, if you can go to the next slide, but they recovered from that dip much faster than their first authors, and the dip was not quite as low. So it was affecting senior women, but not as much as our junior women. So we have two compound things here. Junior women are disproportionately likely to have young children at home, and they're also in a more vulnerable career stage. They may be going on the job market, finishing up a postdoc, or in a pre-tenure stage. So this to me is particularly problematic when we think about sort of a cohort or a generation of scholars who are graduating right now, and what this means for their trajectory. Because we don't see this as much in our young male scholars, we may see a situation where positions, resources, and different kinds of advantages are going to create path dependencies for men within the next 1 to 3 years that will have sort of a generation of effects to overcome. If you can go on to the next slide, Vincent. One of the things, and I guess on the slide previously that we saw, is it started to recover after the summer. And by August, we were almost up to parity again. And what we've seen is it's starting to crash down again. And I think we can largely attribute that to the fact that women are disproportionately associated with localized service responsibilities at their institution and with teaching responsibilities.
So as schools started back up for their kids, they were also going back into the online classroom, transferring their materials and doing service-oriented things at their campus. And we're starting to see the effects of that wear in as we hit November. The last thing that I'll say about the preprints is looking at the distinction between those who were publishing on COVID itself. Now, this allows us to do two things. It allows us to see how they can pivot their topic, right? This demonstrates people who are able to pivot very quickly to a new research topic and publish within this time frame. And we saw that this was disproportionately men. But this also has greater effects on who's asking the questions about COVID. Now, many of you may be thinking, why does it matter if women are not productive for a year or two? It might matter for their career, but does it actually matter for science? Does it matter if women are asking these questions? Maybe it's better for society if they are home homeschooling their children. That'll make for a great generation coming up. So I just want to end with one of our other studies that we've done. So we've spent a lot of time looking at the gender of authors, but we're also interested in the issue of sex as an analytic variable itself. That is how sex is taken into account in the populations that are studied and included in analyses in biomedical research. Now, since the National Institutes for Health and other health funding agencies around the world have mandated that sex be included as an analytic variable or justification for only including one sex or the other, we've seen that both sexes are starting to be included in clinical medicine and in studies. Public health, we're seeing the same thing. But biomedical research has been fairly stagnant. Now you may say, well, but those are cells. Who cares what the sex of the cell is? But we've seen that there is a difference in the sex of the cell and how they absorb lipids, how they respond to stressors and other interactions. And this is largely the explanation for why 8 out of 10 drugs withdrawn from the market are withdrawn because they have adverse effects for women, because they weren't tested on women and they didn't take sex into an account as an analytic variable. So if you go to the next slide, you can see some things that kind of validate our approach. If you're in urology, you're most likely to study men. If you're in gynecology, you're more likely to study women. But in pharmacology, why are we studying men? Or in addictive diseases, why are we studying men? And there are several domains in which we're more likely to ask questions about male bodies rather than female bodies with potentially adverse effects on women. So if you go to the last slide, this is what I will end with. What we found is if we overlay that sex and gender, we find that women are disproportionately more likely to ask questions about women and to include sex as an analytic variable. Now, if you have just one woman as first or last, they're slightly more likely. If you have both first and last female authored, they're even more likely to include sex as an analytic variable and to look at female populations. So to me, this is particularly problematic at a time at COVID where we're looking at a health risk that's not only a biomedical issue, but an economic issue, a political issue, and issues that span across all domains. To remove a certain population from asking questions in that domain is going to change what we know about that crisis, what we can think of as potential solutions, and who will benefit from the solutions that science finds. So I've been fascinating throughout today of talking about sort of the role of science, but I think it's also essential that we remember who's doing that science and how science is different because of that. So merci, thank you. It was a delight to be here, and I will end with that. Thank you very much. Merci à vous deux. Comme la présentation a été faite en duo, je laisse les gens qui sont encore avec nous réagir à ce qui a été dit. Est-ce qu'il y en a qui ont des interventions à faire? Tout le monde est en train de digérer l'information. Jean-Hugues. Thank you so much for this thought-provoking presentation. Et Vincent également, c'est super, très intéressant, riche. Je veux dire, il y aurait plein d'articles, plein de reportages à faire pour les années-lumière. Bref, j'avais juste une mini-question. Comment on détermine le genre? Dans un corpus aussi vaste, comment on détermine le genre des auteurs, des autrices? En 2013, on a développé un algorithme qu'on met à jour de façon régulière qui est basé sur deux choses, qui est basé sur les prénoms et sur le nom de famille des auteurs. Fait que c'est pas parfait, mais on est capable d'assigner un genre à peu près à 85% des auteurs des articles scientifiques. En fait, on est capable d'assigner un genre à peu près à 65% des noms distincts, mais compte tenu que la distribution des prénoms, par exemple, et les noms paramétriques, ben, ces 60% de noms distincts-là représentent 85% à peu près des auteurs des articles scientifiques.
Puis bon, ces listes-là, on les a bâties comment? Ben, à partir des données du census américain, du recensement, pardon, américain, où on a le nom, le genre, puis la fréquence. Donc, il y a des noms, évidemment, qui sont unisexes. Pour ces noms-là, on n'est pas capable de faire. Mais on est aussi allé chercher des listes par pays. Les genres de listes, là, pour votre blonde est enceinte, puis vous voulez savoir si vous voulez... autrement dit, des listes de noms pour les futurs parents. Et ces listes de noms-là existent pour à peu près chacune des nations. Donc, on est allé chercher les listes iraniennes, les listes sud-africaines, etc. Et puis donc, on s'est servi de ça, ce qui fait en sorte que notre algorithme prend en compte le fait, par exemple, qu'un prénom comme Andrea va être masculin dans la plupart des pays, mais va être féminin en Italie. Puis le deuxième élément, rapidement, c'est que dans bon nombre de pays, disons d'origine slave, le nom de famille va également être genré. Donc, par exemple, Alexei Kovalev, hein, pour les fans de hockey ici, ben, sa blonde, ce serait probablement Kovalevova ou quelque chose du genre. Donc, le Eve pour les hommes, puis Eva pour les Kovaleva, ce serait son nom de famille. Donc, dans l'ensemble, pour la Russie, on est à peu près à 98 de taux de couverture. Pour les autres pays, c'est un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Julien. En fait, c'est une question aussi pour Vincent et Cassidy. Comment est-ce que vous envisagez l'impact de la COVID dans le temps? Parce que là, vous avez travaillé sur des disciplines ou des secteurs où ça publie vite, donc où l'effet était observable. Est-ce qu'on doit comprendre que l'effet négatif sur la performance des chercheuses, des femmes, va se faire ressentir plus longtemps dans d'autres disciplines, ou est-ce que ça ne marche pas comme ça, selon vous? Non, écoute, c'est une super bonne question parce que ça nous permet de ramener la question des objets. On sait que, bon, les différents groupes sociaux ont des affinités différentes avec différentes thématiques. Puis on pourrait croire, on n'a pas de données là-dessus, mais on pourrait supposer que les femmes ont peut-être une plus grande affinité vers des approches qualitatives qui sont un peu plus invasives en termes de collecte de données. Or, si vous aviez un terrain à faire en période de COVID, bien, il a peut-être été repoussé, il a peut-être été annulé, il a peut-être simplement pas eu lieu. Si vous êtes un matheux qui travaillait avec des bases de données abstraites, la COVID, ultimement, ça n'a eu aucun effet sur vos pratiques de recherche. Donc, la question des objets risque effectivement d'influencer sur le long terme davantage les femmes que les hommes. Puis, bon, on verra comment tout ça va évoluer. Bon, il y a des domaines, si vous avez un terrain à faire en Amérique du Sud, par exemple, bon, là forcément, c'est annulé. Donc, pour répondre simplement, là, la COVID affecte les disciplines différemment. Disciplines plus abstraites, disciplines plus concrètes, quanti, quali. Puis on sait qu'il y a des affinités genrées en ces aspects-là. Et donc, I don't know, Cassidy, if you want to complete on the long-term effects that it could have on specific disciplines. So I've talked a bit about field work. But, yeah, absolutely. So field work, human subjects research, all of those things, I think, are causing people to have to either pivot or stall their research. So, I mean, one of the things that we're doing at my own institution is providing resources, so financial resources for faculty to pivot their research and for postdoctoral researchers as well. So if you're an ethnographer who's not going to be able to go into the field and you need to switch to historical research, can we provide some funding that will allow you to do that? If you were doing human subjects research or user behavior research, can we provide you some funding to sort of restart and restructure your career so that you are not stalling? Are those disciplines that are mostly women related, or I don't know how to phrase it? I think that it's across the board, right? So it's not necessarily women related. You do have certain public health things that were more dependent on user research. You have ethnographic research and more qualitative research that did tend in some disciplines to skew more towards women, but I think it applies across the spectrum.